Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la Zone Fantastique. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'une séquence qui a marqué au fer rouge ma mémoire de cinéphile. Une séquence surréaliste de Hellraiser 2 Les Écorchés, deuxième opus de la saga Hellraiser, réalisée par Tony Randall et sorti en salle en 1988. The vision is renewed. The power is reawakened. The fear is reborn. Because they have returned. Time to play. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord resituer Les Écorchés dans la saga initiée par l'écrivain britannique Clive Barker. Reposant sur le concept sadique d'un puzzle cubique ouvrant un portail vers un royaume de torture et de souffrance éternelle, ce deuxième opus prend place dans la suite directe du premier film, réalisé par Barker en personne, quelques heures à peine après le massacre qui s'est déroulé dans la maison de la famille Cotton. Nous retrouvons l'adolescente Christy, seule rescapée du piège cénobite, hospitalisée dans un institut psychiatrique où elle tente de faire comprendre aux médecins et aux policiers incrédules les causes surnaturelles du massacre. Si ces interlocuteurs installés dans une réalité cartésienne ont des bonnes raisons de penser que ses propos tiennent du délire, nous, spectateurs, savons que sa version des faits concorde avec les événements montrés dans Hellraiser le Pacte, et nous sommes à présent certains que son esprit n'a pas cherché à éluder ou à réécrire l'histoire afin d'éviter le traumatisme. Et quand il s'agit de retracer cette histoire dans l'ordre chronologique, cette fois-ci sur un ton moins paniqué, la survivante réussit à combler en partie les zones d'ombre en déduisant les éléments dont elle n'a pas été un témoin direct, notamment la relation adultérine entre sa belle-mère Julia et son oncle Frank. De plus, Christy supplie l'inspecteur en charge de l'enquête de détruire le matelas sanglant, emporté comme pièce à conviction. Nous prouvons ainsi qu'au-delà de sa lucidité et de sa perspicacité, elle porte un jugement approprié sur cet objet au fort potentiel maléfique. Puisqu'il est question de puzzle dans la saga Hellraiser, on peut dire que l'adolescente a su remettre en place les fragments désordonnés de l'histoire chaotique de Frank et Julia, dont elle n'aurait pu être qu'une victime par ricochet. La première demi-heure des Écorchés présente donc le point de vue de Christy comme le point de vue référent, celui qui, à la distance où nous nous trouvons en tant que spectateurs, nous apparaît comme le plus juste et le plus sain au milieu de cette folie sadienne. Nous sommes alors amenés à espérer que la jeune fille ne sera pas un personnage secondaire de ce deuxième volet, écrasé par les intérêts et les ambitions d'autres protagonistes, et qu'elle saura s'imposer en tant que participante active du récit. Wait a minute, what do you mean I'm going? To the house? Are you crazy? I don't know, Kyle. You're the fucking expert. Look, think about this. Kyle, when I think, I hurt, okay? Christy trouve une raison de replonger dans l'univers splatterpunk de Hellraiser, libérer l'âme de son père piégé aux enfers depuis sa mort dans le premier opus. L'adolescente fait montre d'une capacité remarquable à faire face à des visions terrifiantes et à agir quand bon nombre d'âmes sensibles resteraient pétrifiées d'effroi. Elle quitte alors l'institut psychiatrique pour partir à la recherche du cube maléfique et se retrouve captive dans la maison du docteur Shannard, le psychiatre qui a fait revenir Julia, la belle-mère de Christy, de la dimension infernale. Fascinée par la vampe écorchée autant que par le monde d'où elle vient, Shannard a fait sortir une autre patiente de son établissement, une adolescente autiste du nom de Tiffany, qui fait preuve d'aptitude exceptionnelle dans la résolution de puzzles et de casse-têtes en tout genre. Shannard et Julia arrivent à leur fin, puisque Tiffany réussit à donner au cube la configuration déclenchant l'ouverture sur la dimension infernale, représentée à l'écran par un labyrinthe spectaculaire regorgeant de visions macabres et dantesques. Look, we're alone in all of this, and we have to help each other. We have to help each other. En même temps qu'elle nous sert de guide dans le récit, Christy escorte Tiffany dans les couloirs labyrinthiques du royaume des tortures, l'aidant ainsi à trouver son rôle dans la mythologie. Rôle crucial puisque c'est la jeune autiste qui, par ses dons hors du commun,
se retrouve au centre des enjeux et réussit à trouver la configuration du cube, ouvrant une porte de sortie vers le monde des vivants. Mais l'importance de Christie dans la saga Hellraiser ne se résume pas pour autant à cette fonction d'auxiliaire, reléguée au second plan face à l'avènement de l'héroïque Tiffany. La survivante du premier opus complète l'innocence et la fragilité de la jeune autiste par son sang-froid et sa ruse, comme nous le prouve le passage sur lequel nous allons nous pencher. J'en profite pour signaler que ce passage se déroule dans le quart d'heure final des Écorchés, pour ceux qui ne voudraient pas que le dénouement leur soit divulgaché. Christie et Tiffany se retrouvent face au docteur Shannard, transformé en monstre tortionnaire, plus avide de chair et plus cruel encore que les Cénobites. Shannard accule Tiffany au bord d'un précipice, et l'on craint qu'il ne lui fasse subir les pires tortures, quand Christie, devant immédiatement improviser pour la secourir, court aussitôt pour remonter un couloir du labyrinthe. Moins d'une minute plus tard, Julia, que l'on croyait définitivement évacuée du récit, après avoir été aspirée par un torrent d'énergie démoniaque, réapparaît à l'écran et distrait Shannard de son horrible projet en lui adressant un long baiser passionné. Tiffany profite de ce sursis pour donner au cube une configuration ouvrant un passage vers le monde des vivants. Quand les deux héroïnes sont enfin débarrassées de Shannard, tombée au fond du précipice, celle qui s'est faite passer pour Julia retire le masque organique de cette dernière, et on découvre alors qu'il s'agit de Christie, qui avait revêtu la peau de sa belle-mère, restée au sol dans un couloir du labyrinthe, quand le reste de son corps a été aspiré par le souffle dévastateur. Your case is closed, Tiffany. I'm afraid it's terminal. Prenons le temps de considérer le caractère improbable, voire surréaliste de cette séquence. Une fois qu'elle a retiré les derniers lambeaux de la peau de Julia, Christie reste vêtue de la robe de cette dernière, une robe suffisamment décolletée pour nous laisser voir que la jeune femme ne porte pas de vêtements en dessous. Si on analyse la séquence de manière pragmatique, on se demande comment, durant le court moment où elle s'est absentée de l'écran, Christie a eu le temps de courir jusqu'à l'endroit où gisait la peau de Julia, de se déshabiller pour enfiler cette peau comme un costume, puis enfiler la robe par-dessus, et au-delà de la question du timing, on se demande surtout comment l'adolescente a trouvé une idée aussi morbide et dégoûtante, et a eu le courage de mettre son corps en contact avec cet oripeau organique, qui plus est celui de sa détestable belle-mère. Mais il faut voir au-delà de cette considération matérielle et physique, et percevoir dans cette idée scénaristique, digne d'un conte de fées, rappelez-vous le grand méchant loup déguisé en grand-mère, dans les contes les simulacres n'ont pas besoin d'être vraisemblables, il faut percevoir ici la formidable faculté d'adaptation de Christie dans les situations de danger. Quand on retrace le parcours de Christie, on se souvient qu'elle n'a pas cherché à éviter l'appel des enfers, à se dérober aux jeux dangereux auxquels elle a été invitée. Elle commence par en accepter les règles, en espérant trouver plus tard une faille dans le système de jeu qui fera basculer la partie en sa faveur. De la même façon que le personnage qu'elle est accepte d'être protagoniste de ce deuxième volet, quand son hospitalisation et son état de choc auraient pu l'évacuer du récit pour déplacer notre attention vers des personnalités déviantes et retorses, plus à même d'affronter la mécanique barkerienne. Julia, revenue du royaume des tortures, s'amuse justement de se retrouver une nouvelle fois face à sa belle-fille. Il lui assène d'un ton moqueur « Joue ton rôle, Blanche-Neige », assumant ainsi son rôle à elle, celui d'une marâtre machiavélique digne d'un conte des frères Grimm. Bien entendu, il n'est plus question pour Christie de se fondre sagement dans le rôle de la jeune fille candide, qui, dans le schéma habituel des contes, attend que d'autres personnages, généralement masculins, règlent ses problèmes. Ce qu'elle a vécu jusqu'ici n'a pas fait d'elle une victime impuissante, mais une combattante déterminée. No more deals, Kirsty. Is your flesh we want to experience, not your skill at bargaining. No deals. Just information. Just information! Christie collecte les éléments de la mythologie pour les analyser et les transformer en armes de défense. C'est un processus qu'elle met en pratique en gardant sur elle une vieille photo du capitaine Elliot Spencer, ancienne identité de Pinhead, pour la donner plus tard au chef Cénobite et désamorcer ainsi une agression éventuelle. Avant d'être exterminé par Shannard, nouvelle génération de monstres tortionnaires, Pinhead se souvient de l'humain qu'il fut et grâce à Christie, son âme est enfin libérée de son supplice. L'adolescente sagace a su se servir dans l'historique du mythe Cénobite pour influer sur un univers qui avait pourtant toutes les chances de l'anéantir. Et elle fera une nouvelle fois preuve de sa formidable faculté d'adaptation en revêtant la peau de Julia pour berner son amant, le docteur Shannard. On a presque l'impression que Christie est consciente du type de spectacle,
du genre de film dans lequel elle évolue, qu'elle sait tirer parti de la composante gore de la saga et des audaces visuelles qu'elle permet. Elle dépasse le dégoût pour cette peau, cet élément horrifique, et le considère comme un costume, un élément esthétique parmi tous ceux de la mythologie barkerienne, un apparat de la mimésis cher à Platon, permettant à un invraisemblable simulacre d'opérer dans les conventions de la fiction. Nous attendions de la survivante qu'elle se positionne en participante active du récit, et elle surpasse finalement nos attentes en se plaçant à parfaite distance de ce récit pour le déchiffrer, le déconstruire, sans en neutraliser pour autant la tension et la portée spectaculaire. En refusant d'être une nouvelle mouture de Blanche-Neige, comme le suggérait Julia, Christie s'inscrit dans une autre forme de conte, plus près de la dark fantasy, dont elle envisage les décors grandioses comme une opportunité d'apparaître en combattante épique, refusant d'être écrasée sous le poids d'une cosmogonie démentielle. Oh my God. This is mine. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a donné envie de revoir les 2 premiers opus de la saga Hellraiser. Je suis pas certain de vous conseiller les opus suivants, et en partie parce que Christine n'en est pas la protagoniste. Elle réapparaît seulement dans le 6e opus de Triste Mémoire. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!